Bonjour et un grand merci pour l'organisation de ces journées et surtout nous avoir invités. Donc effectivement, on sera deux à intervenir. Donc au nom de Sciences Citoyennes, qui est une association. Donc Jérôme Santolini, qui est chercheur en biochimie, responsable du laboratoire stress, oxydant et détoxication au CEA. Et moi-même, donc Aude Lafond, qui suis passée par une école d'ingénieur et qui ai fait une thèse ensuite, donc ça va. Et ensuite, j'ai travaillé dans le privé et maintenant je suis salariée dans l'association Sciences Citoyennes. Donc, qui sommes-nous, cette association? Quelques mots. C'est une association qui s'est créée en 2002 sur le constat, et je cite la charte qui avait été rédigée à l'époque, que nous vivons un changement de nature des risques, des disparités et des dangers créés par les modes dominants de production et de consommation. Donc, les exemples qu'on donnait à l'époque, c'était Tchernobyl, l'amiante, la vache folle, les OGM, etc. Et ce qui était souligné à cette époque-là, c'est que les situations de crise appellent une remise en cause profonde de l'expertise et une réflexion renouvelée sur la place des institutions scientifiques dans nos sociétés. Donc on se retrouve 20 ans après avec ce constat qui est vraiment tout à fait pressant. Et dans la continuité, les personnes groupées au sein de Sciences Citoyennes se sont données pour objectif de penser et de proposer un mouvement d'appropriation citoyenne et démocratique des sciences afin de mettre ou remettre, comme on voit le passer, les savoirs au service du bien commun. Alors aujourd'hui, où nous en sommes durant cette même période des 20 dernières années, on va dire, on a assisté à la mise en place d'un programme de destruction massive de l'ESR, ça a été dit un petit peu tout à l'heure. C'est un programme que beaucoup d'entre vous ont analysé, dévoilé, déchiffré. La LPPR ou la LPR est effectivement la dernière née de cette opération de saccage du système de recherche français, qui vise à mettre au pas la communauté scientifique en transformant radicalement son organisation, ses pratiques, ses valeurs. C'est une politique autoritaire qui s'appuie sur une évolution de l'éthique de la communauté, qui est victime d'une institutionnalisation d'une compétition, de modalités de financement basées sur une économie de la promesse, on en a parlé aussi tout à l'heure, et de l'influence croissante d'une culture capitaliste et managériale qui sont aux antipodes de l'éthos scientifique. Alors depuis 20 ans au moins, nous ici, tous présents, on s'est mobilisés pour dénoncer cette dérive qui menace non seulement la communauté scientifique, mais aussi la place même des savoirs dans nos sociétés. Et il faut bien reconnaître que depuis 20 ans, en tout cas de ce que j'en ai vu, on échoue avec une remarquable constance. Alors, pourquoi cet échec Pour ça, je reviens un tout petit peu en arrière, avant cette dérive des 20 dernières années. Alors effectivement, il n'y a jamais eu d'autonomie de la recherche, il n'y a pas d'âge d'or, etc. Mais il y a eu quand même des temps un petit peu différents. Et il y a eu des temps où l'alliance entre la communauté scientifique et les puissances publiques avait permis un certain nombre de choses, avait permis la naissance et le développement de la science moderne, avait permis une certaine forme d'autonomie financière et des bonnes conditions de travail de la communauté de recherche. Mais avec le temps, cette alliance est devenue complètement dysfonctionnelle dès lors que ces deux entités, l'ESR d'un côté et la puissance publique de l'autre, ne partagent plus la même vision des savoirs, de leurs relations, et même de leur but, à savoir l'intérêt général pour certains. Si la communauté scientifique elle est restée attachée, en dépit de tous les aléas de ces dernières années, à la production de connaissances de qualité, la puissance publique recherche plutôt la capture et la marchandisation des savoirs au service d'intérêts privés et au service surtout de la sacro-sainte croissance, comme on l'évoquait juste à l'instant. Comment faire alors quand l'interlocuteur étatique, qui est supposé garantir l'intérêt général, à savoir pour nous dans le système de recherche des savoirs émancipateurs, qui sont validés scientifiquement par une communauté de pairs, donc quand cet même interlocuteur étatique, il sabote au contraire les outils, les moyens et les pratiques d'un travail collectif. Vers qui se tourner pour assurer la reconnaissance des travailleurs de la science, le droit à l'auto-organisation de la profession et la défense des savoirs scientifiques au sein de notre société? Comment gagner les combats pour la sauvegarde de ce qui fait le monde de l'ESR sans ce qu'aucune mobilisation depuis 2003 ne parvient à faire? Alors l'ensemble de ces questions, à Sciences Citoyennes, on l'accompagne d'une
d'une autre qui nous semble tout aussi importante, c'est-à-dire pourquoi vouloir sauver la recherche si on ne s'interroge pas sur la recherche que nous voulons sauver. Aujourd'hui, mais comme hier, nous postulons qu'il est vraiment urgent de s'interroger sur la part substantielle des crédits de recherche qui partent sur des thématiques de recherche qui sont plutôt aptes à maintenir l'ordre existant, à améliorer les gains marchands, à privatiser le vivant ou d'autres joyeusetés. On parlait de la dérive de la dépollution pour sauvegarder certains pans de la société. Qu'il est urgent de s'interroger sur les biais de financement ou même les biais cognitifs qui amènent à la mise à l'écart de pans entiers de recherche. L'on pense à la santé environnementale ou alors à d'autres sujets de compréhension du monde qui sont plutôt relégués en Ligue 2 à l'heure actuelle. Et qu'il est urgent de s'interroger sur le rôle du développement scientifique dans un monde fini et, j'ajouterais, à bout de souffle. Nous postulons que le rôle de l'État, c'est-à-dire de l'organisation que nous nous donnons pour faire valoir l'intérêt général, est certes de financer un système de recherche solide, c'est-à-dire à rebours de l'organisation promue par les réformateurs successifs, mais qu'il s'agit surtout et qu'il s'agit aussi de s'interroger désormais sur la faillite de cet État à définir seul ce qu'est l'intérêt général en recherche, tout en donnant à croire que ce sont les chercheurs qui sont autonomes dans leur choix de recherche. Alors clairement, ce que nous on appelle de nos voeux, c'est le fait d'appeler à l'heure actuelle à un contre-pouvoir puissant et en prise directe avec l'intérêt général. Ce contre-pouvoir, nous pensons pouvoir le construire avec les citoyens en pensant les dimensions politiques des sciences en des termes démocratiques. Nous pensons qu'une démocratie technique peut s'édifier grâce à une alliance forte entre les chercheurs et les citoyens, en sortant les uns et les autres des postures de sachants et de non-sachants pour se retrouver dans un échange constructif. L'exemple que j'aime bien prendre pour illustrer la capacité citoyenne à prendre du recul sur des sujets complexes, c'est le formidable débat que nous avions eu en France en 2005 sur le texte politique le plus abscon possible, c'est-à-dire le projet de traité pour une constitution européenne. Quand les conditions sont réunies, alors là, elles étaient à la marge des sphères officielles, mais en tout cas, quand les conditions sont réunies pour faire vivre la démocratie, celle-ci prend l'espace et change la donne. Dernièrement, c'est la Convention citoyenne pour le climat qui montre que 150 citoyens informés, même si avec notre grille d'analyse, ils ont été formés de façon tout à fait imparfaite, mais en tout cas, ces 150 citoyens formulent des recommandations politiques tout à fait pertinentes. C'est en faisant ce type de pari, c'est-à-dire en misant sur une alliance forte entre les chercheurs et les citoyens, que la notion d'intérêt général en recherche pourra se dessiner et que le rapport de force pourrait changer entre ce gouvernement autoritaire et des professionnels exténués par la multitude de tâches, utiles ou non, dont ils s'acquittent consciencieusement pour maintenir le navire à flot. Réfléchir aux sciences citoyennes, c'est identifier comment refonder notre système de recherche autour d'un nouveau contrat entre recherche et société, de nouvelles missions et orientations de la recherche et de nouveaux modes d'interaction avec les acteurs porteurs de besoins et d'intérêts non marchands. Alors, à l'heure actuelle, l'appel aux citoyens, il est un petit peu à la mode ces temps-ci. Par la force des réseaux sociaux, certains se rendent compte du formidable levier de communication que constitue un relais d'information par une masse de followers, par exemple. Aussi, à leur manière, certains appellent les citoyens à intervenir dans le champ scientifique dans le but non affiché d'instrumentaliser au maximum leurs paroles. Donc, il faut lire Les Gardiens de la Raison, qui est un livre qui est sorti hier et qui fait déjà pas mal de bruit sur les réseaux sociaux, pour comprendre les stratégies des lobbies habituels, chimie, cigarettes, agroalimentaires et autres, pour fabriquer des messages pseudo-scientifiques prêts à l'usage et à la bataille culturelle sur des sujets chauds comme le climat, les pesticides et autres. Ce sont des messages qui sont essentiellement technophiles BA, relayés par des citoyens qui sont en quelque sorte bernés par une scientificité apparente. Pour reboucler avec la LPR dont on parlait juste avant, celle-ci a donc affiché dans ses objectifs, et ça a été voté hier aussi, donc, la création d'un centre sciences et médias, a priori poussé dans le texte par le même acteur que j'ai cité précédemment. L'article de loi fait référence entre autres à un modèle anglais qui s'appelle le Science Media Center, qui apparaît après étude comme un organe de confiscation de la parole scientifique
par des pseudo-experts contrôlant la communication scientifique. Pour les donateurs qui financent ce centre, le centre anglais, donc il y a des donateurs comme Glaxo, AstraZeneca, CropLife et d'autres. Donc il ne s'agit plus seulement d'influencer les décideurs publics, mais désormais la population dans son ensemble en leur diffusant la bonne science. Si j'ai cité cet exemple, c'est pour montrer à quel point c'est aux antipodes des valeurs de science citoyenne. Donc l'association a d'ailleurs proposé à certains députés un amendement pour supprimer l'article qui concernait le centre sciences et médias dans la LPR. Nous jugeons très dangereux la création d'une instance dont le rôle serait d'être garant de la parole scientifique. Nous reconnaissons les pratiques d'évaluation entre pairs comme les plus aptes à garantir la scientificité des connaissances produites. Et si nous souhaitons démocratiser les savoirs, nous nous opposons fermement à la dérégulation du champ scientifique, à l'avènement d'une culture du free speech où tout discours ne vaut qu'à travers sa dimension politique. Alors, ce qui serait intéressant dans la suite du débat, c'est peut-être de clarifier les termes recherche participative, sciences citoyennes, qui sont pour nous importants, et pour qu'on évite tout amalgame avec ceux qui instrumentalisent ces termes pour mettre au pas la communauté scientifique. Ce que nous prenons au contraire, et je cite de nouveau la charte qui avait été rédigée dans les années 2000, c'est la stimulation de la liberté d'expression et de débat dans le monde scientifique, l'appui aux lanceurs d'alerte et le développement des controverses publiques. Loin des peurs frileuses des interventions du public et des logiques technocratiques, le pluralisme et la controverse sont la source non seulement d'une meilleure exploration du monde possible et partant de meilleures décisions, mais aussi d'une appropriation active des connaissances scientifiques par le public. Ce sur quoi nous aimerions réfléchir avec vous aujourd'hui, c'est donc à la manière dont les citoyens pourraient être impliqués dans ces débats autour des enjeux scientifiques. Pour que cette manière soit la plus rigoureuse, la plus respectueuse des différentes formes de savoir, la plus transparente et démocratique, mais aussi la plus efficace possible. Autour de la LPPR, nous avions repris les grands thèmes des 3 grands groupes de travail, mais en les contournant. Aussi, à la question du mode de financement de la recherche, nous avions substitué celle de la question des modalités de décision, en s'interrogeant sur qui sont les acteurs légitimes pour effectuer les choix scientifiques et techniques. Pourquoi 40% du budget de l'ESR va vers l'aérospatiale, le militaire et le nucléaire, par exemple. À la question de l'attractivité des carrières scientifiques, nous avions remplacé la question du sens du métier de chercheur, entendu dans un sens très large de travailleur scientifique, donc le sens du métier de chercheur au XXIe siècle. Et enfin, nous avions transformé le sujet de la promotion de l'innovation et de la recherche partenariale, qui était entendu par les promoteurs de la loi comme la recherche en collaboration avec les entreprises privées, en interrogeant le type de partenariat privilégié que la recherche pourrait mener et comment mener des partenariats différents. Nous avons ensuite traduit nos propositions en 16 amendements qui a été rédigé à destination de quelques députés, disons, de confiance de l'Assemblée nationale. Et ces 16 amendements, nous aimerions les mettre en discussion et les faire évoluer avant le prochain débat au Sénat. Alors, il ne s'agit pas pour nous de peser sur cette mauvaise loi. On n'a pas beaucoup d'espoir, même si on n'a pas d'espoir particulier. Mais par contre, ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir continuer à construire un débat politique qui soit un peu plus à la hauteur des enjeux. Les gens qui ont eu le courage de regarder ce qui se passait en hémicycle, on voit bien que ce n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Donc ce débat qu'on pourrait construire sur un temps plus long, il pourrait aussi viser des temps politiques importants qui vont venir, comme les futures échéances électorales, régionales ou présidentielles, ou bien encore, effectivement, de penser à un débat déconnecté des enjeux institutionnels par une communauté de chercheurs citoyens qui seraient soucieux de redéfinir le système de recherche avec ou sans les pouvoirs publics. Je pense qu'on rejoint peut-être les idées d'expérimentation de facultés avec ou pas la tutelle de l'État pour expérimenter des choses. Voilà, c'est un peu ce qu'on voulait dire aujourd'hui. Voilà, mais alors moi j'interviens normalement pour les discussions ou les échanges qu'on peut avoir à partir justement de ces propos. Alors du constat qu'on fait, et de la proposition d'une certaine manière d'une sorte de nouvelle alliance par rapport aux enjeux, dans le cadre des enjeux actuels, des crises à venir, voilà, cadre politique, social, mais aussi environnemental.